En moins de 24 heures, une déclaration prononcée à Ouagadougou a quitté une salle de presse pour traverser continent et réseau. 48 heures de plus tard, des chefs d'État du Sahel en reprenaient l'écho, tandis qu'une semaine entière de silence diplomatique, au lieu d'apaiser la situation, renforçait sa portée symbolique. Que se passe-t-il lorsqu'un capitaine de 36 ans, Ibrahim Traoré, parle sans notes, sans filtre, et force des puissances établies à réagir par le mutisme? Et pourquoi ce moment dépasse-t-il largement le Burkina Faso? Un point de non-retour venait d'être atteint. Ce qui suit n'est pas le récit d'un simple discours, ni l'exagération d'un moment viral. Il s'agit d'examiner pourquoi cette prise de parole a déplacé des lignes réelles. On est dans une région où chaque mot public est habituellement pesé pour éviter les représailles. Pour le public, l'enjeu est clair et immédiat. Comprendre en quoi cette séquence éclaire les rapports de force actuels entre États africains, puissances extérieures et opinions publiques connectées, et pourquoi ces dynamiques façonnent déjà les décisions économiques, sécuritaires et diplomatiques de demain. Le cas Ibrahim Traoré sert ici de point d'entrée, non parce qu'il serait isolé, mais parce qu'il cristallise des tensions accumulées depuis des décennies et désormais visibles à découvert. Derrière la scène et les caméras se jouent des calculs sur l'aide, les sanctions, les alliances régionales et la légitimité politique interne. Suivre ce fil permet aussi d'éviter deux pièges. La glorification naïve comme la condamnation réflexe. L'objectif est de distinguer le symbole de ses effets concrets et d'identifier ce qui change réellement et ce qui pourrait n'être qu'un moment parmi d'autres. En moins de 48 heures, un message initialement cantonné à une salle de presse de Ouagadougou s'est retrouvé repris, commenté et relayé bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Cette vitesse de propagation, inhabituelle pour une prise de position africaine traitée hors des canaux occidentaux traditionnels, a constitué le premier signal que quelque chose avait changé. La mini-révélation ne tient pas seulement au contenu des mots prononcés par Ibrahim Traoré, mais au décalage entre l'ampleur de la réaction populaire et l'absence quasi totale de réponse institutionnelle immédiate des acteurs visés. Là où, par le passé, des déclarations similaires auraient été rapidement contenues par des communiqués ou des pressions discrètes. Le silence est devenu le fait dominant. Pour comprendre ce contraste, il faut replacer la scène dans son contexte. Depuis des décennies, de nombreux dirigeants africains ont appris que s'exprimer frontalement contre des puissances extérieures comportait des coûts élevés, qu'ils soient économiques, diplomatiques ou sécuritaires. Cette réalité a façonné une culture politique de prudence, parfois perçue comme du mutisme, renforcée par la dépendance à l'aide, aux partenariats militaires et au marché extérieur. Dans le Sahel, toutefois, plusieurs facteurs ont progressivement modifié cet équilibre. Les opérations antiterroristes soutenues de l'extérieur n'ont pas apporté la stabilité promise, tandis que les populations continuaient de subir insécurité et précarité. En parallèle, l'émergence de plateformes numériques a réduit la capacité des acteurs traditionnels à contrôler le récit et le rythme de diffusion de l'information. C'est dans cet espace que la parole d'Ibrahim Traoré a trouvé un écho particulier. Le message n'était pas seulement reçu comme une critique ponctuelle, mais comme l'expression d'un sentiment partagé, longtemps contenu, concernant la souveraineté et la dignité politique. La rapidité avec laquelle d'autres dirigeants et des millions de citoyens s'en sont emparés a transformé un événement local en signal régional, voire continental. La question devient alors moins celle de l'intention initiale que celle de l'effet produit. Comment un acte de communication a-t-il pu révéler une faille durable dans les mécanismes habituels de gestion du pouvoir et du silence ? Au centre de cette séquence se trouve une figure qui tranche avec les codes habituels du pouvoir régional. Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un diplomate façonné par des décennies de sommets et de communiqués, mais comme un officier issu d'un contexte de crise prolongée où les réponses traditionnelles ont échoué à produire des résultats tangibles. Cette trajectoire explique en partie le ton direct adopté et la réception contrastée de sa parole. Dès les premières heures suivant la prise de position publique, les effets ont commencé à se manifester.
Sur le plan intérieur, le discours a renforcé un sentiment de cohésion autour de l'idée de souveraineté, notamment parmi des populations jeunes qui se reconnaissent peu dans les compromis passés. Les réseaux sociaux ont servi de caisse de résonance, transformant une scène institutionnelle en discussion quotidienne, des marchés aux universités. À l'extérieur, l'impact a été plus subtil, mais tout aussi révélateur. Certains dirigeants de la région ont choisi de relayer le message, parfois sans l'amplifier, signalant une proximité politique prudente mais réelle. D'autres ont observé sans commenter, évaluant les risques d'une association trop visible. Cette diversité de réactions souligne que le moment n'a pas produit un alignement automatique, mais a forcé chacun à se positionner, même par l'inaction. Parallèlement, où l'absence de réponse immédiate des acteurs directement interpellés a modifié la dynamique habituelle. Le silence, loin d'atténuer la portée du propos, a contribué à lui donner une densité nouvelle, comme si l'équilibre tacite entre parole et sanction avait été momentanément suspendu. Ces premiers effets montrent que l'événement dépasse la personnalité du dirigeant pour toucher à des mécanismes plus larges. La question clé n'est donc pas seulement qui parle, mais ce que révèle la manière dont le système réagit, ou choisit de ne pas réagir, à une parole jugée autrefois intolérable. Le déroulement des faits peut être lu comme une succession nette, presque mécanique, allant d'un déclencheur précis à une série de répercussions difficiles à ignorer. Tout commence par la conférence de presse à Ouagadougou, sans mise en scène sophistiquée ni dispositif inhabituel. Ibrahim Traoré avance vers le micro, s'exprime sans note et choisit de nommer explicitement ce que beaucoup de responsables africains évoquent habituellement à mots couverts. Ce choix marque une rupture immédiate avec la prudence attendue dans ce type d'exercice. La première phase, celle de l'activation, se joue dans les heures qui suivent. Les extraits vidéo circulent rapidement sur les réseaux sociaux, d'abord dans des cercles politisés, puis bien au-delà. Le message est repris, découpé, commenté, souvent sans ajout, ce qui renforce l'impression d'une parole brute. Dans cette phase, l'événement reste encore perçu comme un moment isolé, spectaculaire mais potentiellement éphémère. La deuxième phase correspond à la montée en intensité. En moins de 2 jours, acteurs des dirigeants et responsables du Sahel relaient publiquement le message ou en soulignent l'esprit, parfois par de simples gestes symboliques. Ce relais transforme un acte individuel en signal collectif, même si les formulations restent mesurées. Le propos n'est plus seulement celui de Ibrahim Traoré, mais devient un marqueur d'attitude régionale, observé de près par les partenaires extérieurs. C'est à ce stade que l'attente d'une réaction officielle se fait plus forte. Habituellement, ce type de défi entraîne une réponse rapide, qu'elle soit diplomatique ou médiatique. Or, aucune déclaration immédiate ne vient clore la séquence. Ce vide alimente les interprétations et maintient l'attention, là où une confrontation directe aurait pu recentrer le débat. La troisième phase, celle des répliques, s'étend sur plusieurs jours. Les médias traditionnels internationaux traitent l'épisode de manière limitée, souvent en marge d'autres sujets jugés prioritaires. En revanche, les espaces numériques continuent de s'animer, prolongeant la durée de vie du discours bien au-delà de son cadre initial. Cette dissymétrie entre silence institutionnel et bruit social crée un effet cumulatif, donnant à l'événement une importance qui dépasse sa portée formelle. Dans le même temps, des voix critiques émergent. Certains observateurs mettent en garde contre les conséquences économiques ou diplomatiques d'une telle posture, soulignant les risques de sanctions ou d'isolement. D'autres questionnent la capacité d'un discours, aussi fort soit-il, à produire des changements structurels. Ces réserves ne freinent pas la circulation du message, mais l'inscrivant dans un débat plus large et plus durable. Enfin, la phase de retombée commence à se dessiner. L'événement devient un point de référence, invoqué dans des discussions sur la souveraineté, les alliances et la place de l'Afrique dans les rapports de force mondiaux. Ce qui était au départ une prise de parole ponctuelle s'installe comme un jalon utilisé pour mesurer les évolutions futures. Le passage de l'instant au repère constitue peut-être le changement le plus significatif. Il indique que la séquence n'a pas seulement provoqué une réaction, mais qu'elle a modifié le cadre dans lequel les prochaines décisions seront interprétées. Le point de départ, avant cette séquence,
et était relativement stable et largement documentée. Les relations entre de nombreux États africains et leurs partenaires extérieurs reposaient sur un schéma répétitif, combinant coopération sécuritaire, aide financière et alignement diplomatique implicite. Dans ce cadre, les prises de position publiques étaient généralement calibrées pour ne pas perturber cet équilibre, même lorsque les résultats concrets en matière de sécurité ou de développement restaient limités. Après l'intervention de Ibrahim Traoré, un premier glissement est observable dans la manière dont l'information a circulé. La diffusion initiale ne s'est pas appuyée sur les grands médias internationaux, mais sur des réseaux numériques régionaux, ça où la vidéo et ses extraits ont été partagés à un rythme inhabituellement élevé pour un événement politique africain non relayé par des agences occidentales. Un deuxième indicateur concerne la durée de visibilité. Avant, ce type de discours connaissait souvent un cycle court, quelques heures ou une journée d'attention avant d'être supplanté par d'autres sujets. Ici, la séquence s'est étendue sur plusieurs jours, avec des reprises régulières, des commentaires différés et des discussions prolongées. Cette extension temporelle suggère un intérêt qui dépasse la simple réaction émotionnelle et s'inscrit dans un débat plus structuré. Un troisième élément tient à la diversité des relais. Là où la parole politique africaine restait fréquemment cantonnée à des cercles spécialisés, l'épisode a touché des publics variés, citoyens ordinaires, hommes responsables politiques régionaux, membres de la diaspora et analystes. Cette pluralité de profils impliqués indique une rupture avec un schéma de communication plus vertical et plus restreint. Le contraste le plus révélateur apparaît toutefois dans la réponse institutionnelle. Avant, une déclaration jugée sensible entraînait souvent une réaction rapide, qu'il s'agisse d'un démenti, d'un rappel diplomatique ou d'un signal économique. Après cette prise de parole, l'absence prolongée de réponse officielle a constitué une anomalie. Ce silence, loin d'être neutre, a fonctionné comme un multiplicateur d'attention, laissant le champ libre aux interprétations et aux appropriations symboliques. Ce décalage entre l'intensité de la circulation sociale du message et la retenue des acteurs institutionnels met en lumière une fragilisation des mécanismes classiques de contrôle du récit. Enfin, un dernier indice réside dans l'évolution du discours critique. Avant, les mises en garde contre une rhétorique jugée trop frontale dominaient souvent les analyses. Après que ces avertissements coexistent avec une reconnaissance plus large du fait que quelque chose s'est déplacé, ne serait-ce que dans la perception des rapports de force. Même les commentaires sceptiques reconnaissent que la séquence a servi de test, révélant les marges de manœuvre réelles et perçues. Pris ensemble, ces éléments ne constituent pas une preuve d'un changement structurel achevé, mais ils dessinent un delta clair entre un état antérieur prévisible et une situation nouvelle, plus incertaine, où la parole publique a produit des effets mesurables sur la durée, l'audience et la dynamique du débat. Les critiques les plus structurées de cette séquence reposent sur deux arguments principaux, souvent avancés par des diplomates, des économistes et certains analystes régionaux. Le premier affirme qu'une rhétorique aussi frontale comporte un risque élevé de représailles indirectes. Selon cette lecture, même en l'absence de réponse publique immédiate, les leviers économiques, financiers ou sécuritaires restent disponibles et peuvent être actionnés de manière discrète, avec des effets différés mais bien réels sur un pays déjà fragilisé. Dans cette optique, la prudence traditionnelle n'est pas interprétée comme une faiblesse morale, mais comme une stratégie de survie dans un système international asymétrique où les marges de manœuvre des États les plus vulnérables sont limitées. Le second argument insiste sur la distinction entre symbole et transformation. Les sceptiques soulignent qu'un discours, aussi puissant soit-il, ne modifie pas à lui seul les structures économiques, les dépendances commerciales ou les architectures sécuritaires existantes. Il rappelle que des moments de parole forte ont déjà jalonné l'histoire africaine sans toujours déboucher sur des changements durables, faute de ressources, de coordination régionale ou de continuité institutionnelle. Dans cette perspective, l'attention portée à Ibrahim Traoré risquerait d'éclipser des enjeux plus profonds, comme la capacité à gouverner sur le long terme. Ces objections méritent d'être prises au sérieux, mais elles ne suffisent pas à invalider l'importance de la séquence observée.
D'une part, le coût potentiel de la parole doit être mis en balance avec le coût, souvent invisible, du silence prolongé. Dans de nombreux contextes, l'acceptation tacite de rapports déséquilibrés a produit une stagnation politique et sociale dont les effets cumulatifs ont alimenté l'instabilité actuelle. D'autre part, même si un discours ne transforme pas immédiatement les structures, il peut modifier le champ des possibles. En testant les réactions ou leur absence, il fournit des informations nouvelles sur les limites réelles du système et sur la perception du rapport de force. Enfin, la portée du moment ne réside pas uniquement dans l'acte individuel d'art, mais dans les réactions qu'il suscite. Le relais régional, la discussion publique prolongée et l'attention transnationale indiquent que le discours a agi comme un catalyseur, révélant des convergences latentes. Le Stillman reconnaît donc les risques, mais la réponse souligne que l'alternative, rester silencieux, n'était pas neutre non plus. La véritable question devient alors non pas de savoir si la parole était parfaite, mais si elle a ouvert un espace stratégique que l'inaction avait durablement fermé. Ce qui change au cœur de cette séquence n'est pas tant la force des mots que la réaction qu'ils ont provoquée, ou plus précisément l'absence de réaction attendue. À mi-parcours, la révélation tient dans ce renversement discret. Là où une réponse rapide aurait autrefois refermé l'épisode, le mutisme institutionnel a prolongé et amplifié sa portée. Ce décalage a transformé un discours en test grandeur nature des rapports de force. Pour Ibrahim Traoré, ce moment marque un passage de la contestation verbale à une mise à l'épreuve du système. En laissant la parole circuler sans y répondre frontalement, les acteurs interpellés ont involontairement validé l'idée que les mécanismes traditionnels de dissuasion ne fonctionnent plus de manière automatique. Cette révélation de milieu modifie la lecture de tout ce qui précède. L'événement n'apparaît plus comme une parenthèse émotionnelle, mais comme un point d'inflexion où les règles tacites ont cessé d'opérer normalement. Les observateurs, y compris les plus prudents, commencent alors à s'interroger non pas sur la légitimité du propos, mais sur les raisons pour lesquelles il n'a pas été immédiatement neutralisé. Ce glissement ouvre une nouvelle phase. Si le silence persiste, il devient interprété comme une reconnaissance implicite de contraintes nouvelles ou d'un calcul visant à éviter une escalade imprévisible. À partir de ce point, l'attention se déplace vers les effets concrets. La question n'est plus de savoir ce qui a été dit, mais ce que cette absence de réponse autorise désormais ou empêche dans la conduite des relations politiques régionales et internationales. Les effets les plus tangibles de cette séquence apparaissent lorsqu'on observe ses répercussions sur des acteurs précis, chacun exposé de manière différente au changement de ton et de perception. Pour les États de la région, l'épisode a servi de révélateur. Certains gouvernements ont compris qu'une prise de position frontale n'entraînait pas automatiquement une sanction immédiate, ce qui élargit, au moins marginalement, l'éventail des options politiques envisageables. D'autres ont vu dans le silence qui a suivi un avertissement implicite, préférant temporiser et évaluer les coups bas potentiels avant toute déclaration. Dans les deux cas, le cadre d'anticipation s'est déplacé. Pour les décideurs économiques, publics comme privés, l'impact est plus indirect mais réel. L'incertitude créée par cette séquence a ravivé des débats sur la dépendance aux partenariats extérieurs, la diversification des alliances et la transformation locale des ressources. Sans provoquer de rupture immédiate, l'épisode a renforcé l'idée que les choix politiques et discursifs peuvent influencer la perception du risque et donc les flux d'investissement, même en l'absence de mesures formelles. La parole de Ibrahim Traoré agit ici comme un facteur de relecture plus que comme un déclencheur. Du côté des populations, notamment urbaines et jeunes, la conséquence la plus visible est symbolique mais profonde. La scène a été largement interprétée comme la preuve qu'un dirigeant pouvait s'exprimer sans adopter le langage codifié de la prudence extrême. Cette perception nourrit un sentiment de reconnaissance et parfois d'attentes accrues vis-à-vis des autorités. Elle comporte aussi un revers. L'écart entre le symbole et les améliorations concrètes peut devenir source de frustration si les promesses implicites ne se traduisent pas en changements perceptibles.
À l'échelle régionale, enfin, l'épisode s'inscrit dans une dynamique plus large de recomposition. Les échanges entre dirigeants du Sahel, les gestes de soutien mesurés et les silences calculés suggèrent une phase d'observation collective. Chacun évalue la solidité des autres, la cohérence des positions et la capacité à tenir face à d'éventuelles pressions différées. La séquence liée à Ibrahim Traoré n'a pas créé cette dynamique, mais elle l'a rendue visible et plus difficile à ignorer. Ce qui relie ces 4 niveaux, c'est l'apparition d'une zone grise nouvelle entre l'acte symbolique et la conséquence matérielle. Les effets ne sont ni immédiats, ni uniformes, mais ils s'accumulent sous forme de perceptions modifiées, de calculs révisés et de discours réajustés. À court terme, cela produit surtout de l'incertitude. À moyen terme, cela pourrait redéfinir certaines lignes rouges tacites. La séquence rappelle ainsi que, dans les relations internationales contemporaines, les conséquences ne se mesurent pas uniquement en décisions formelles. Elles se lisent aussi dans ce que les acteurs osent désormais dire ou hésitent à dire après qu'un seuil a été franchi. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, les trajectoires possibles s'organisent autour de 3 scénarios plausibles, chacun reposant sur des choix politiques, des réactions extérieures et des dynamiques régionales distinctes. Aucun n'est certain, mais tous permettent de structurer la réflexion sans projeter de chiffres ou d'issue définitive. Dans un scénario de base, celui d'un ajustement prudent, dans cette hypothèse, l'épisode est intégré par les acteurs comme un signal fort mais non révolutionnaire. Les partenaires extérieurs maintiennent leurs relations essentielles, tout en renforçant des canaux de pression discrets. Les États de la région, y compris celui dirigé par Ibrahim Traoré, poursuivent une ligne de souveraineté affirmée dans le discours mais modérée dans les actes, afin d'éviter des chocs économiques ou sécuritaires. Le résultat serait une stabilisation tendue, marquée par des déclarations symboliques régulières et des négociations plus prudentes en coulisses. Dans un scénario optimiste, celui d'une coordination renforcée, ici, la séquence sert de catalyseur à une coopération régionale plus structurée. Les États concernés harmonisent davantage leurs positions, partagent les coûts politiques et s'appuient sur des alliances alternatives pour réduire leur vulnérabilité individuelle. La parole initiale trouve alors un prolongement institutionnel, non pas sous la forme d'une rupture brutale, mais d'une diversification progressive des partenariats et des formats précédents de dialogue. Dans ce cas, l'impact du moment dépasse le symbole et commence à produire des effets mesurables sur la capacité de négociation collective. Dans un scénario défavorable, celui d'une pression différée, dans cette lecture, l'absence de réaction immédiate masque une stratégie d'usure. Les leviers économiques, financiers ou diplomatiques sont actionnés de manière graduelle, rendant plus coûteuse la posture adoptée. Les tensions internes augmentent, alimentées par l'écart entre attentes populaires et contraintes matérielles. La séquence initiale est alors requalifiée a posteriori comme une prise de risque mal compensée, même si elle conserve une valeur symbolique. Ces scénarios ne s'excluent pas totalement et peuvent se chevaucher selon les domaines. La clé d'analyse réside moins dans la prédiction d'un résultat précis que dans l'identification des conditions qui rendent chaque trajectoire plus probable. La recommandation centrale est donc cognitive plutôt qu'opérationnelle. Observer attentivement les signaux faibles, distinguer les gestes symboliques des engagements durables et éviter les lectures binaires. Dans un environnement aussi fluide, la capacité à réviser ces hypothèses compte autant que la force des convictions initiales. Pour le public qui observe cette séquence à distance, l'impact ne se limite pas à un débat géopolitique abstrait. Il se manifeste d'abord par une modification du cadre de lecture de l'actualité internationale. Là où les événements africains étaient souvent perçus comme périphériques ou répétitifs, là, l'épisode oblige à considérer la région comme un espace d'initiative politique capable d'influencer le tempo et le contenu des discussions mondiales. Cette requalification du regard constitue un premier effet discret mais durable pour une partie des observateurs, notamment issus de la diaspora ou des sociétés directement concernées. La prise de parole associée à Ibrahim Traoré a également renforcé un sentiment de représentation.
Voir un dirigeant exprimer publiquement des positions longtemps discutées en privé peut produire une forme de reconnaissance symbolique. Cette reconnaissance, toutefois, s'accompagne d'une responsabilité accrue. Lorsque les mots sont forts, les attentes en matière de résultats le deviennent aussi. Le public se retrouve alors partagé entre soutien, vigilance et exigence. Un autre impact concerne la manière dont chacun évalue les récits médiatiques. L'écart entre la circulation massive du discours sur les réseaux numériques et sa couverture limitée dans certains médias traditionnels incite à une lecture plus critique des hiérarchies de l'information. Pour le spectateur, cela signifie apprendre à comparer les sources, à identifier les silences autant que les titres et à replacer chaque événement dans un contexte plus large de rapport de pouvoir et de sélection éditoriale. Enfin, cette séquence peut agir comme un déclencheur de discussions plus larges sur la souveraineté, la dépendance économique et les marges de choix politiques. Même sans engagement direct, le public est invité à réfléchir à ce que ces notions impliquent concrètement et à la manière dont elles se traduisent dans des décisions quotidiennes, qu'il s'agisse de consommation d'informations, de participation civique ou de positionnement dans le débat public. L'effet principal, au fond, n'est pas de dicter une opinion, mais d'élargir l'espace de réflexion disponible. Si l'on se place dans une logique opérationnelle, la séquence observée invite à raisonner en termes de trajectoire plutôt que de gestes isolés. La première étape consiste à stabiliser le cadre interne. Pour un dirigeant comme Ibrahim Traoré, cela signifie consolider les canaux de décision, clarifier les priorités et éviter que la parole publique ne crée des attentes impossibles à satisfaire à court terme. La cohérence entre discours et actions quotidiennes devient ici un indicateur clé de crédibilité. La deuxième étape concerne la coordination régionale. Les signaux de soutien, même mesurés, n'ont d'effet durable que s'ils s'inscrivent dans des mécanismes partagés, échanges réguliers, alignement minimal des positions et répartition explicite des coûts politiques. Sans cette structuration, chaque prise de position reste vulnérable à l'isolement progressif. La séquence récente montre que l'unité perçue, même fragile, peut déjà modifier les calculs externes. Troisièmement, une gestion active du temps s'impose. Les effets symboliques sont immédiats, mais les ajustements économiques et diplomatiques sont lents. L'enjeu n'est pas d'accélérer artificiellement les résultats, mais de maintenir une continuité suffisante pour que les partenaires, internes comme externes, intègrent la nouvelle posture comme durable. Dans ce cadre, le silence stratégique peut parfois être aussi important que la prise de parole. Enfin, la trajectoire gagne à intégrer un dispositif de mesure. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer les réactions officielles, mais aussi l'évolution des perceptions, des flux d'informations et des marges de négociation réelles. Ces indicateurs, même qualitatifs, permettent d'ajuster la stratégie sans renoncer aux principes affichés. La feuille de route n'offre aucune garantie de succès, mais elle réduit le risque majeur révélé par cette séquence. Transformer un moment de clarté politique en impasse faute de méthode. Le fil qui relie toute cette séquence revient à une image simple. Un homme face à une caméra, dans une salle sans faste, prononçant des mots que beaucoup jugeaient imprononçables. Cette image, associée à Ibrahim Traoré, ça a servi de point d'ancrage émotionnel, non parce qu'elle promettait des solutions immédiates, mais parce qu'elle a rendu visible une possibilité longtemps perçue comme inaccessible. Le rappel n'est pas celui d'un exploit individuel, mais celui d'un instant où le cadre mental collectif s'est élargi. En revenant aux premiers effets observés, on comprend que la force du moment tient moins à sa nouveauté qu'à sa résonance. Les thèmes évoqués, souveraineté, dignité, refus de l'intimidation, ne sont pas nouveaux. Ce qu'il est davantage, c'est la manière dont ils ont été formulés, puis appropriés, dans un environnement informationnel où le contrôle du récit échappe de plus en plus au circuit établi. Cette combinaison a donné au discours une densité symbolique inhabituelle. Le rappel essentiel est donc celui-ci. Les transformations politiques durables naissent rarement d'un seul événement, mais elles ont souvent besoin d'un marqueur clair pour devenir pensables. Pour beaucoup, cette scène a joué ce rôle.
Elle n'a pas résolu les tensions, ni effacé les contraintes structurelles, mais elle a modifié la manière dont ces contraintes sont perçues et discutées. La phrase qui s'impose alors n'est pas une promesse, mais un constat provisoire. Ce qui a changé ne se voit pas encore pleinement, mais cela ne peut plus être totalement ignoré. La dernière étape de ce parcours n'est pas une injonction, mais une invitation à prendre du recul. L'épisode associé à Ibrahim Traoré n'impose pas une lecture unique ni une adhésion automatique. Et il ouvre plutôt un espace de discussion sur la manière dont la parole politique circule aujourd'hui, sur ce qu'elle révèle des rapports de force et sur la façon dont chacun choisit d'y répondre, par la tension, le scepticisme ou l'engagement réfléchi. Dans un monde saturé de messages rapides et de réactions immédiates, ce type de moment rappelle l'importance de distinguer l'émotion de l'analyse et le symbole de ses effets concrets. Le dialogue qui peut en découler dépasse largement un pays ou un dirigeant. Il concerne la place accordée aux voix longtemps marginalisées, la capacité des sociétés à débattre sans se réduire à des camps opposés et le rôle du public dans la construction du sens collectif. Chacun, en observateur ou en participant, contribue à définir ce qui mérite d'être amplifié, questionné ou nuancé. La réflexion ne s'arrête donc pas avec la fin du récit, elle commence souvent là. La question ouverte reste simple mais essentielle. Comment interpréter ce type de rupture sans en surestimer la portée ni en minimiser les implications, et quel rôle chacun souhaite-t-il jouer dans les conversations qu'elle déclenche ?